Imagine-toi femme dans une cité qui vient de tomber aux mains d'une armée étrangère. La fumée s'élève encore des toits incendiés, les rues sont jonchées de cadavres, et toi, avec des centaines d'autres, tu es conduite sur une place où les soldats décident déjà de ton destin. Certaines seront vendues, d'autres gardées comme trophées, et beaucoup passeront le reste de leur vie dans une servitude brutale que les récits officiels effacent souvent. Derrière les victoires éclatantes des sultans et des empires se cache une vérité plus sombre. Le sort terrible réservé aux femmes, réduites en esclavage après les conquêtes. Imagine la scène. Tu es dans une cité prospère, entourée de murailles solides que tu croyais invincibles. Depuis des semaines, l'armée ennemie campe aux portes, et les catapultes résonnent chaque nuit comme un tonnerre inquiétant. Les vivres s'amenuisent, la peur grandit. Puis, un matin, les portes cèdent, les soldats déferlent, et tout bascule en quelques heures. Les rues deviennent un champ de bataille. Les cris des hommes s'entrechoquent avec ceux des enfants. Le métal des épées luit sous le soleil. Les habitants, terrifiés, cherchent à fuir, mais il n'y a nulle part où aller. Dans ce chaos, les femmes sont une cible privilégiée. Certaines sont capturées immédiatement, tirées par les cheveux, traînées hors de leur maison comme si elles n'étaient plus que du butin. D'autres se cachent dans les caves, priant que la pierre les protège de l'inévitable. Et toi, tu te retrouves soudain encerclé par des soldats dont tu ne comprends pas la langue. Ton monde s'écroule. Les règles de la cité, de la famille, de la communauté ne comptent plus. Une autre loi, brutale et implacable, prend le dessus, celle de la guerre. Dans la tradition des conquêtes, les vainqueurs considéraient les femmes capturées comme un trophée aussi précieux que l'or. Pour eux, s'emparer d'une ville signifiait aussi s'emparer de ses corps vivants. Tu n'es plus une citoyenne, ni une fille, ni une épouse. Tu es désormais une part du butin. Et dans ce moment précis, au milieu de la poussière, des hurlements et des flammes, tu comprends que ta vie ne t'appartient plus. Après l'assaut, vient le silence pesant d'une ville vaincue. Mais ce n'est pas un silence de paix, c'est celui d'un marché improvisé. Dans les rues jonchées de débris, les soldats commencent leur deuxième tâche, séparer les survivants. Les hommes valides sont alignés, souvent exécutés ou réduits au travail forcé. Les enfants, hagards, sont dispersés, mais ce sont surtout les femmes que l'on isole. On t'arrache de ton foyer sans ménagement. Les soldats ne tiennent pas compte de tes pleurs, ni de ceux de ta mère, de ta sœur ou de ta voisine. Devant eux, tu n'es pas une personne, mais une ressource. Ils t'examinent comme on jauge un cheval ou une mule. La beauté, la jeunesse, la santé comptent plus que tout. Une femme trop âgée ou marquée par la pauvreté sera souvent reléguée aux travaux pénibles, tandis que les jeunes filles sont immédiatement mises de côté pour des destins bien plus cruels. Cette scène est presque mécanique, répétée d'une conquête à l'autre. Dans les sources, les chroniqueurs décrivent ces moments sans émotion, comme si c'était une étape naturelle du triomphe. Pour les envahisseurs, c'est une récompense de guerre. Pour toi, c'est la fin d'une identité. Tu jettes un dernier regard vers ta famille. Certains soldats séparent délibérément les mères de leurs filles pour mieux briser toute résistance. Les liens de sang, les serments d'amour, les années de souvenirs, tout est réduit en cendres dans un geste brutal. C'est un arrachement irréversible destiné à déshumaniser avant même que l'esclavage ne commence. Et toi, debout dans cette file de captives, tu sens la peur se transformer en une sorte de vide. Un gouffre où les larmes ne suffisent plus. Désormais, ton avenir dépend d'hommes qui te voient comme un objet. Lorsque la sélection est terminée, commence une autre épreuve, la marche. Toi et les autres femmes êtes rassemblées, parfois ligotées par des cordes, parfois simplement poussées à coups de lance. Les soldats forment une colonne de prisonniers qui s'ébranlent vers les camps ou vers la ville voisine où aura lieu la vente. La poussière recouvre ton visage, tes vêtements déchirés pendent en lambeaux.
Autour de toi, certaines femmes prient, d'autres sanglotent sans cesse, et quelques-unes avancent comme des statues, les yeux perdus, déjà vidés de toute émotion. Les cris des soldats, les coups infligés à celles qui ralentissent, rythment cette procession sinistre. La marche forcée peut durer des jours. Sans repos suffisant, avec peu de nourriture ou d'eau, le corps s'affaiblit rapidement. Certaines tombent d'épuisement et sont abandonnées sur le chemin, parfois achevées sans pitié. Tu comprends alors qu'il ne s'agit pas seulement d'une défaite militaire, c'est une descente progressive dans l'abîme de la servitude. Chaque pas t'éloigne de ton ancienne vie. Tu ne reverras peut-être jamais ta maison, ni ton quartier, ni même ta langue parlée au quotidien. Autour de toi, les captives viennent de familles et de classes sociales différentes, mais désormais, vous partagez toutes le même destin, celui de n'être plus que des corps déplacés au gré des conquérants. Les soldats, eux, rient, discutent, se vantent de leur butin. Pour eux, cette colonne de femmes n'est pas une tragédie, mais un signe de victoire. Plus le nombre de captives est grand, plus leur conquête sera célébrée à leur retour, et dans leur regard, tu devines que ton avenir est déjà scellé. Être exposé comme marchandise, vendu au plus offrant, ou gardé comme prise de guerre personnelle. Et tandis que la colonne avance dans la poussière du soir, tu réalises que ce n'est que le début. Le pire t'attend encore. Après la marche forcée, vient un lieu encore plus humiliant, le marché. Dans les grandes cités conquises ou dans les centres de commerce comme Bagdad, Damas ou le Caire, des places entières sont réservées à l'exposition des captifs. Ici, les femmes deviennent officiellement des marchandises. Dès ton arrivée, tu es placé parmi des dizaines d'autres, dans une cour ouverte ou sous une tente bruissante d'acheteurs. Les marchands et les soldats installent l'ordre du jour, prix, enchères, critères. C'est un spectacle presque théâtral, où ton corps est scruté comme une pièce rare. On te fait lever les bras, marcher, parfois parler, afin que l'acheteur puisse juger ta santé, ta vigueur ou ta beauté. Certains examinent même les dents ou la peau comme on le ferait pour un animal. Chaque détail compte. La jeunesse est synonyme de valeur. La peau claire peut séduire un riche acheteur, tandis que certaines ethnies sont jugées plus exotiques et donc plus chères. Ce système de hiérarchisation transforme ton identité en une liste de caractéristiques marchandes. Tu n'es plus toi, mais une description criée à haute voix. Âge, origine, apparence. Les enchères commencent et les voix s'élèvent. Tu entends ton destin se jouer dans les chiffres échangés entre deux hommes qui n'ont même pas besoin de te regarder dans les yeux. Pour eux, tu n'es qu'un investissement, un futur outil de travail, de plaisir ou de prestige. Et ce marché n'est pas une exception. C'est une institution profondément enracinée dans l'économie de la guerre. Chaque conquête alimentait ses foires, où la souffrance se transformait en profit. Les chroniques arabes, perses ou byzantines mentionnent ces ventes avec une banalité glaçante, preuve que cette pratique faisait partie du quotidien. Pour toi, cependant, c'est un abîme. Car, une fois vendu, ton avenir dépend entièrement du caprice de ton nouveau maître. Le marché ne se limite pas à une simple transaction. C'est un rituel de déshumanisation. Les acheteurs potentiels s'approchent un à un, inspectant chaque captive avec une minutie brutale. Ils tirent sur un bras, examinent les cheveux, font tourner les femmes sur elles-mêmes pour juger la silhouette. L'humiliation est publique, et personne n'a le droit d'y échapper. La valeur d'une esclave dépend de plusieurs critères. La jeunesse est le plus grand atout. Une adolescente ou une jeune femme est toujours vendue à prix d'or. La beauté physique, bien sûr, joue un rôle central. La peau claire ou sombre, la finesse des traits, la douceur des mains, tout peut influencer le prix. Même la voix peut compter. Une voix douce ou chantante est vue comme un gage de séduction. D'autres éléments plus pratiques entrent en jeu. Une femme robuste sera destinée aux travaux pénibles. Une femme éduquée ou cultivée pourra être proposée aux lettrés ou aux princes capables de payer cher pour une concubine raffinée.
Ainsi, certaines captives sont interrogées sur leurs connaissances en poésie, en musique ou même en langues étrangères. Pour toi, chaque réponse devient un risque. Trop de talent peut attirer l'attention d'un maître exigeant, trop peu peut te condamner à une vie de corvée harassante. Mais ce qui marque le plus, c'est la cruauté de la mise en scène. Les enchérisseurs commentent ton corps à voix haute, comme s'il s'agissait d'un objet. Certains rient, d'autres discutent avec une froideur commerciale, échangeant des blagues entre deux offres. Chaque mot, chaque regard est une gifle supplémentaire. Et toi, debout sous ce soleil implacable, tu sens ton individualité s'effriter. Tu n'es plus qu'une valeur marchande, une marchandise dont le prix sera bientôt crié dans la foule. La honte est totale, mais il n'existe aucune échappatoire, car une fois que le marteau symbolique tombe, ta vie appartiendra à un inconnu. Quand l'enchère s'achève, ton destin est scellé d'une voix étrangère. Le marchand s'approche, note le prix, et un soldat te pousse vers ton nouveau maître. À ce moment précis, tu n'es plus une prisonnière de guerre, tu es devenue une possession. Ton acheteur te jauge une dernière fois, fier de son acquisition. Parfois, il discute encore avec les soldats, marchande sur le nombre de captives, ou se vante du prix payé. Pour lui, tu n'es pas une personne, mais un signe de richesse, une victoire qu'il pourra exhiber à ses pairs. Pour toi, c'est un arrachement définitif. Le transfert est rapide. On te conduit, souvent avec d'autres femmes achetées le même jour, jusqu'à une demeure, un camp ou une caravane. Tu ne sais pas encore si tu seras envoyé dans une maison privée, dans un palais fastueux, ou dans une ferme éloignée où personne n'entendra tes cris. Mais tu comprends déjà que chaque option signifie la perte totale de ta liberté. Certaines captives sont immédiatement emmenées dans les harems urbains où elles rejoignent d'autres femmes réduites à la même condition. D'autres partent dans des convois plus longs, parfois vendus à nouveau dans d'autres villes, comme un objet de commerce qui change de main au gré des profits. Ton identité n'est plus liée à ton nom ou ton passé, mais au prix qu'on t'a attribué. Le moment du transfert est aussi celui de la résignation. Après la peur du siège, la douleur de la séparation et l'humiliation du marché, tu entres dans une nouvelle phase, l'attente de ce que ton maître décidera de toi. Chaque regard posé sur toi, chaque geste qu'il esquisse, devient un présage. Tu découvres vite que dans ce nouveau monde, ton corps, ton avenir et même ton silence appartiennent désormais à un autre, et dans ton esprit, une seule question obsédante résonne. Quel sort t'attend derrière ces portes que tu franchis sans retour? Tu franchis enfin le seuil d'un palais. Contrairement aux rues poussiéreuses et aux marchés criards, ici règne un silence étrange, presque étouffant. Des couloirs décorés de tapis épais, des fontaines qui murmurent, des odeurs d'encens, tout semble raffiné, presque apaisant. Mais derrière cette façade luxueuse, tu comprends vite que tu n'es pas entré dans un sanctuaire, mais dans une cage dorée. Le harem n'est pas seulement un espace intime pour le plaisir du maître. C'est une institution politique, un lieu où les femmes esclaves deviennent à la fois compagnes, servantes et instruments de pouvoir. Chaque captive qui franchit ses portes sait que sa vie sera désormais régie par une hiérarchie stricte, où les plus anciennes dominent les nouvelles arrivées, et où la faveur du maître peut changer un destin en un instant. Dès ton arrivée, on t'examine une nouvelle fois. Les eunuques, gardiens du harem, notent ton âge, ton apparence, tes compétences. Tu reçois des vêtements propres, parfois somptueux, mais qui marquent surtout ton statut, celui d'une femme désormais intégrée au domaine privé du maître. Loin d'être libre, tu es placé sous surveillance constante. Certaines femmes du harem parviennent à gagner en influence, devenant favorites, parfois même mères de princes appelés à régner. Mais pour la majorité, la réalité est tout autre. Longue journée d'attente, peur de déplaire, rivalité interne et une dépendance totale au bon vouloir d'un seul homme. Tu n'as pas choisi cet univers, mais tu y es enfermé, et chaque geste doit désormais être calculé pour survivre. Car dans cet espace clos,
Il n'y a pas seulement des soieries et des bijoux. Il y a aussi la jalousie, la manipulation et l'ombre constante d'un pouvoir qui peut faire de toi une favorite ou t'effacer à jamais. À peine installé, tu découvres que le harem n'est pas une communauté unie par le malheur partagé, mais un champ de bataille silencieux. Les captives, loin de se soutenir, deviennent souvent rivales. Chacune cherche à se rapprocher du maître, car sa faveur est la seule échappatoire à l'anonymat et aux humiliations. Les favorites, vêtues de soieries plus fines, regardent les nouvelles venues avec mépris. Elles savent qu'une belle captive peut vite menacer leur position. Alors, les murmures commencent. Des rumeurs venimeuses circulent dans les couloirs. Celle-ci est indocile. Celle-là est malade. L'autre a parlé trop fort. Ces paroles, si elles parviennent aux oreilles du maître ou des eunuques, peuvent suffire à ruiner ta place avant même que tu n'aies eu une chance de t'élever. Chaque geste devient stratégique. Sourire au bon moment, rester discrète quand il le faut, feindre la soumission sans perdre toute dignité. Voilà l'équilibre fragile qui sépare la survie de la disgrâce. Les repas pris en commun sont eux-mêmes des épreuves. Qui s'assoit près de qui reçoit une portion plus généreuse, qui ose croiser le regard d'une favorite. Tout est codé, tout est observé. Mais derrière ces intrigues se cache une vérité implacable. Aucune ne possède réellement de pouvoir. Même la plus influente des favorites peut tomber en disgrâce du jour au lendemain, remplacée par une autre plus jeune, plus belle ou simplement plus chanceuse. Le harem n'est pas une ascension sociale, mais un piège où les illusions de prestige masquent la réalité d'une captivité permanente. Pour toi, chaque jour est une lutte pour exister sans attirer trop de haine, une danse fragile entre invisibilité et désirabilité. Tu comprends vite que le danger ne vient pas seulement du maître, mais aussi des femmes qui partagent ton enfermement, des compagnes forcées qui sont aussi, paradoxalement, tes ennemis les plus proches. Si la majorité des captives du harem vivent dans l'ombre, certaines parviennent à s'élever. C'est un paradoxe cruel. Le même système qui brise des vies peut, pour une poignée de femmes, ouvrir la voie vers une influence insoupçonnée. Une favorite peut devenir la confidente d'un souverain. Ses paroles, murmurées dans l'intimité, pèsent parfois plus lourd que les conseils des vizirs. Certaines femmes, mères de princes héritiers, acquièrent un statut redoutable, celui de mère du futur sultan. Dès lors, elles ne sont plus seulement des esclaves, mais des pièces maîtresses dans le jeu politique. Intrigues, alliances, manipulations, tout se joue derrière ces portes closes, loin des chroniques officielles. Les archives mentionnent des femmes d'origine modeste, capturées lors de campagnes militaires, qui ont fini par diriger des factions entières à l'intérieur du palais. Elles distribuaient faveurs et châtiments, influencèrent les nominations et parfois même les décisions de guerre. Leur ascension n'était pas seulement due à leur beauté, mais à une intelligence fine, une capacité à survivre dans un monde de complots permanents. Pourtant, ce pouvoir restait précaire. Un caprice du souverain, un complot réussi, une jalousie mal maîtrisée pouvaient tout anéantir. La chute était brutale, celle qui avait régné dans les coulisses pouvait être reléguée à l'oubli, ou pire, éliminée discrètement. Dans un univers où tout dépendait du bon vouloir d'un seul homme, même l'influence la plus solide n'était qu'un mirage. Et toi, enfermé dans ce labyrinthe de soie et de venin, tu comprends une vérité glaçante. Le harem n'est pas seulement une prison, c'est aussi une arène politique où chaque sourire peut cacher un poignard. Tu n'y es pas seulement captive d'un maître, mais aussi prisonnière d'un jeu de pouvoir qui dépasse ton existence. Dans ce monde clos, la violence ne vise pas seulement à punir une faute, elle sert à effrayer toutes les autres. Les maîtres et leurs gardiens savent que la peur collective est plus efficace qu'un simple châtiment isolé. Alors, les sanctions deviennent des spectacles, mis en scène pour rappeler à chacune sa place. Parfois, une captive accusée d'insubordination est traînée devant les autres. On lui inflige des coups, non pas dans l'ombre, mais sous les yeux de toutes.
Le message est clair. Voyez ce qui arrive à celles qui osent résister. Le silence qui suit ces séances de brutalité est plus lourd que les cris eux-mêmes. Chacune comprend que la moindre tentative de rébellion se paiera au prix fort. Les punitions ne sont pas toujours physiques. L'isolement, par exemple, est une arme redoutable. Être enfermé seul dans une pièce sombre, privé de toute compagnie, peut briser un esprit plus sûrement que les coups. Certaines reviennent de ces cellules changées à jamais, la peur gravée dans leur regard. D'autres ne reviennent pas du tout. Il existe aussi des humiliations publiques. Une femme accusée de jalousie ou de trahison peut être contrainte de servir les autres captives dans des conditions dégradantes ou privée de ses vêtements les plus beaux pour marquer sa disgrâce. Chaque détail du quotidien devient ainsi un outil de domination. Tu assistes à ces punitions, impuissante, le cœur serré. Tu sais que demain, ce pourrait être toi, même sans raison valable. Car parfois, la sanction ne répond pas à une faute réelle, mais au simple besoin de rappeler qui détient le pouvoir. Dans cette logique cruelle, l'injustice est volontaire, elle nourrit l'incertitude et donc la soumission. Et dans le silence pesant qui suit ces scènes, tu ressens ce que toutes les captives ressentent, une peur glacée, permanente, qui s'installe jusque dans les rêves. Toutes les chaînes ne sont pas faites de fer. Dans l'univers du harem, les blessures les plus profondes ne sont pas toujours visibles sur la peau. Elles se logent dans l'esprit. La domination s'exerce aussi par des moyens subtils, presque invisibles, qui finissent par briser les femmes de l'intérieur. On t'apprend très vite à dépendre de ton maître pour tout. Nourriture, vêtements, sécurité, même la possibilité de sourire sans crainte. Ce système crée une dépendance psychologique si forte que certaines finissent par chercher l'approbation de l'oppresseur, comme si c'était la seule façon de rester en vie. C'est une stratégie de survie, mais elle entretient aussi la cage invisible qui t'enferme. La manipulation est constante. Les captives sont montées les unes contre les autres, afin d'empêcher toute solidarité. Une rumeur lancée par un eunuque, une préférence affichée par le maître, et voilà que les jalousies enflent, que les rivalités s'aiguisent. Dans ce climat, la peur de l'autre devient aussi grande que la peur du maître. La surveillance joue également un rôle central. Chaque mot que tu prononces peut être répété. Chaque geste est observé. Les murs eux-mêmes semblent avoir des oreilles. Cette tension permanente érode la confiance, au point que tu finis par t'auto-censurer, par réduire ton propre être à une ombre de toi-même. Mais la violence psychologique la plus sournoise est sans doute l'effacement de ton identité. Ton nom d'origine disparaît parfois, remplacé par un nouveau prénom choisi par ton maître. Ton passé, ta famille, ta langue deviennent des souvenirs douloureux qu'il vaut mieux taire. Tu es façonné pour oublier qui tu étais, jusqu'à ne plus être qu'une extension de la volonté de ton possesseur. Et c'est peut-être là que réside la cruauté suprême, ne pas seulement contrôler ton corps, mais te pousser à douter de toi-même, à croire que tu n'as jamais été libre. Une victoire silencieuse, mais totale. Derrière les rideaux de soie et les couloirs parfumés, la réalité du harem et de la captivité repose sur un socle brutal, la peur. Rien n'est laissé au hasard pour maintenir l'ordre. Les eunuques, chargés de la surveillance, ne sont pas seulement des gardiens, ils incarnent l'œil et la main du maître. Leur regard froid rappellent à chaque instant que la moindre rébellion est vouée à l'échec. Les châtiments sont variés et gradués. Une parole, jugée déplacée, peut entraîner des coups. Une insulte murmurée contre une favorite peut valoir l'isolement. Refuser d'obéir, même pour une tâche insignifiante, revient à signer sa condamnation. La violence physique est directe et publique. Gifles, coups de bâton, privation de nourriture. Mais la violence psychologique est encore plus insidieuse. On rappelle sans cesse aux captives qu'elles n'ont aucun droit, qu'elles existent uniquement par la volonté du maître. Ce climat de terreur est une arme politique.
Il empêche toute solidarité entre femmes, car chacune craint d'être dénoncée. Les favorites elles-mêmes, malgré leur influence, ne sont pas à l'abri. Une parole malheureuse, une humeur du souverain, et leur monde s'effondre. Ainsi, la peur fonctionne comme une chaîne invisible, plus solide encore que les verrous de fer. Pour toi, chaque journée est un test. Un regard trop franc peut être perçu comme de l'insolence. Un silence trop long comme une provocation. Tu apprends à marcher avec les yeux baissés, à parler d'une voix mesurée, à effacer ton identité pour survivre. Ton corps ne t'appartient plus, mais ton esprit non plus. Dans cette prison luxueuse, le luxe est un leurre. Car sous les tapis, derrière les fontaines et les tentures, il y a la brutalité nue d'un système qui réduit les femmes à la soumission la plus totale. La peur est partout, comme une ombre qui étouffe jusqu'aux rêves. Dans les récits officiels et les chroniques de l'époque, l'asservissement des femmes après les conquêtes n'était pas présenté comme une cruauté, mais comme une conséquence naturelle de la guerre. Les vainqueurs se considéraient légitimes. Selon eux, la victoire donnait droit non seulement aux terres et aux richesses, mais aussi au corps des captifs. C'était la loi du vainqueur, une règle implicite que personne n'osait contester ouvertement. Les textes juridiques et religieux de certaines époques venaient renforcer cette logique. Ils encadraient l'esclavage féminin avec des règles précises, comment les femmes pouvaient être prises, ce qui était permis ou non, comment elles pouvaient être revendues. Pour les maîtres, ces lois constituaient une forme de justification morale. Puisqu'elles étaient écrites, acceptées et transmises, elles donnaient l'illusion d'un ordre juste. Mais derrière ces écrits se cachait une réalité plus sombre. Car si certains juristes insistaient sur le bon traitement des esclaves, nourriture, vêtements, interdiction de tuer sans raison, ces mêmes textes validaient, en réalité, la possession totale des captives. Les maîtres y trouvaient un prétexte pour leurs actes, transformant la brutalité en pratique légale. Cette logique n'était pas propre à un seul empire ni à une seule religion. Dans bien des civilisations, antiques comme médiévales, les vainqueurs s'appuyaient sur la guerre pour légitimer l'asservissement. Mais dans les sociétés islamiques médiévales, la codification minutieuse donnait à cette pratique une façade de normalité. On pouvait donc réduire une femme à l'état de marchandise tout en se persuadant qu'on respectait un cadre moral. Pour toi, captive, ces débats ne sont que des mots froids, des textes que tu ne liras jamais. Mais ils définissent ton existence, car ils transforment ta souffrance en une règle écrite et ton esclavage en un droit reconnu. Une cage invisible faite non pas de chaînes, mais de lois. Si certains juristes et théologiens validaient l'asservissement des captives, d'autres débats venaient troubler cette façade de légitimité. Dans les textes, on retrouve des voix hésitantes, parfois contradictoires, qui montrent que, même au cœur de ces sociétés, la pratique de l'esclavage féminin soulevait des questions morales difficiles à ignorer. D'un côté, les défenseurs du système affirmaient qu'il s'agissait d'un droit acquis par la guerre, inscrit dans la tradition et la jurisprudence. Ils insistaient sur l'idée que les esclaves devaient être traités avec justice, recevoir une nourriture suffisante, des vêtements décents, voire la possibilité d'être affranchis après un certain temps. Ces arguments étaient censés prouver que le système n'était pas cruel, mais encadré et humain. De l'autre, certaines voix soulignaient les contradictions flagrantes. Comment pouvait-on proclamer des valeurs spirituelles d'égalité et de miséricorde tout en réduisant des femmes à l'état de butin? Comment parler de dignité humaine tout en transformant des mères en concubines forcées, des épouses en servantes silencieuses? Ces interrogations, bien que minoritaires, montrent que la gêne existait déjà. Les contradictions apparaissaient aussi dans la pratique. Un maître pouvait, d'un côté, se présenter comme un homme pieux, généreux, et de l'autre, user de violence ou abuser de ses captives sans scrupule. Certains juristes tentaient de combler cette tension en multipliant les règles et les exceptions.
Mais plus ils écrivaient, plus ils révélaient la fragilité de leur justification. Pour toi, esclave enfermé derrière ces débats, ces discussions n'apportent aucune consolation. Tu n'entends jamais les arguments théologiques, tu n'assistes pas aux disputes entre savants, mais tu ressens chaque jour le poids de leurs contradictions. D'un côté, on t'exhorte à obéir pour ton bien. De l'autre, on t'impose une vie qui nie ton humanité. Et c'est là que réside l'hypocrisie la plus cruelle. Transformer ton malheur en une question théorique, pendant que tu continues à souffrir en silence. Au milieu des justifications et des contradictions, quelques voix se sont levées, rares mais réelles, pour contester ce système. Certains penseurs, juristes ou poètes, osaient affirmer que l'asservissement des captives était indigne des principes spirituels qu'on prétendait défendre. Ils rappelaient que la dignité humaine ne devait pas dépendre de la victoire d'une armée ou du prix fixé sur un marché. Dans certaines chroniques, on trouve des récits de maîtres pieux qui affranchissaient leurs esclaves, parfois par conviction religieuse, parfois pour se distinguer moralement de leurs contemporains. D'autres, plus audacieux encore, questionnaient la légitimité même du système. Pourquoi maintenir l'esclavage alors que les textes sacrés mettaient en avant la miséricorde et l'égalité devant Dieu? Ces paroles étaient souvent marginales, étouffées par la majorité, mais elles prouvent que la conscience du scandale existait déjà. Ces critiques restaient cependant limitées. La puissance économique et politique que représentait l'esclavage était trop grande pour être ébranlée. Les armées avaient besoin d'écouler leur butin, les élites avaient besoin de main-d'œuvre et de concubines, et les marchés prospéraient de ces transactions. Remettre en cause l'asservissement des femmes, c'était remettre en cause un pilier entier de la société. Peu osaient aller jusque-là. Pour toi, captive, ces voix critiques ne sont qu'un écho lointain, presque invisible. Peut-être entends-tu parler d'un maître qui a libéré ses esclaves, d'un homme pieux qui prêche la bonté. Mais ce sont des exceptions, des éclats de lumière vite engloutis par l'obscurité. La réalité quotidienne, ce sont les chaînes, les coups, la dépendance forcée. L'histoire retiendra ces voix comme des murmures précurseurs, mais pour les femmes de ton temps, elles n'ont été qu'une promesse fragile, trop faible pour changer le cours de leur destin. La loi et la coutume l'emportaient toujours sur la compassion. Même au cœur de la servitude, l'être humain cherche toujours un moyen de survivre, parfois même de résister. Pour les femmes captives, la première forme de résistance n'était pas la révolte ouverte, trop dangereuse, trop vite écrasée, mais l'instinct de survie, cette capacité à s'adapter aux règles d'un monde hostile sans perdre totalement son humanité. Tu apprends à observer en silence. Chaque geste, chaque parole du maître devient un indice précieux. Savoir quand parler, quand se taire, quand baisser les yeux. Ces calculs ne sont pas de la soumission pure, mais une manière de préserver ton corps et ton esprit face à une violence permanente. Certaines captives utilisent l'art de la dissimulation. Elles cachent leurs émotions, effacent leurs larmes et se façonnent un masque de docilité. Derrière ce masque, elles te nourrissent encore des pensées libres, des souvenirs de leur vie passée, des rêves d'un avenir différent. C'est une résistance invisible, mais essentielle, ne pas laisser l'oppresseur conquérir totalement l'âme. D'autres trouvent dans les petites choses un moyen de garder une forme de dignité. Une chanson murmurée dans une langue interdite, une prière chuchotée dans l'ombre, un geste tendre offert à une autre captive. Autant de fragments d'humanité sauvés des griffes de l'oubli. Car même dans les cages les plus fermées, la mémoire et la solidarité peuvent devenir des armes silencieuses. Il existe aussi des récits de femmes qui ont survécu grâce à leur intelligence pratique, apprendre la langue de leur maître pour mieux comprendre leurs intentions, maîtriser un art utile, la couture, la musique, la médecine, afin de devenir indispensables. Ces compétences pouvaient transformer une esclave ordinaire en une figure plus respectée, moins exposée à la cruauté quotidienne. La survie, dans ce contexte, n'était pas seulement une question de force physique.
C'était un art subtil, une lutte intérieure constante, et dans chaque souffle retenu, dans chaque pensée secrète, résidait une forme de résistance à l'effacement total. Malgré la peur, malgré les murs épais et la surveillance constante, certaines captives ont osé l'impensable, tenté de s'évader. Les récits sont rares, car la plupart de ces tentatives échouaient, mais leur existence témoigne d'un courage extraordinaire. Fuir signifiait défier à la fois le maître, les gardiens et tout un système prêt à punir sans pitié. Les murs du palais, les portes verrouillées et la vigilance des eunuques rendaient la fuite presque impossible. Pourtant, certaines cherchèrent la moindre faille, une porte entr'ouverte, une garde assoupie, un convoi où se glisser. Chaque occasion, même infime, pouvait représenter une chance de liberté. Le prix de l'échec, cependant, était terrible. Une esclave reprise après une tentative de fuite risquait la torture, la mutilation ou la mort. Mais même face à ce danger, l'espoir d'un retour à la liberté suffisait à pousser des femmes à tout risquer. Les chroniques évoquent des captives qui s'échappaient de nuit, traversant des jardins sombres ou se mêlant à la foule d'un marché pour disparaître. Certaines étaient rattrapées rapidement, mais d'autres parvenaient à franchir les frontières, à rejoindre des familles ou à reconstruire une vie ailleurs, dans l'anonymat. Les complots collectifs existaient aussi. Parfois, plusieurs femmes s'entendaient en secret pour provoquer une diversion, séduire un gardien ou soudoyer un serviteur. Ces alliances étaient fragiles, car une trahison pouvait tout détruire, mais elles montrent que même dans la captivité, la solidarité pouvait renaître. Et toi, dans ton imagination, tu rêves peut-être de cette fuite. Tu traces mentalement les chemins possibles, tu calcules les horaires des gardiens, tu imagines la nuit où tu courras vers l'inconnu. Même si tu n'oses pas passer à l'acte, ce simple rêve devient une forme de résistance. Car tant que tu gardes en tête la possibilité d'échapper à ta cage, même infime, tu refuses de croire que ton destin est définitivement scellé. Si la plupart des femmes, réduites en esclavage, restaient prisonnières de leurs conditions, quelques-unes ont su retourner leur captivité en instrument d'influence. Ces parcours étaient rares, mais suffisamment marquants pour être notés dans les chroniques. Certaines captives, grâce à leur beauté, leur intelligence ou leur habileté politique, devinrent des favorites incontournables. Leur proximité avec le souverain leur permettait d'obtenir des privilèges, parfois même de peser sur les décisions politiques. L'histoire garde la trace de femmes autrefois arrachées à leur foyer, qui devinrent mères de princes héritiers ou conseillères secrètes, influençant discrètement les affaires de l'État. Mais cette ascension n'était jamais sans danger. Les jalousies à l'intérieur du harem étaient constantes. Une favorite trop puissante pouvait susciter des complots ou être accusée d'intriguer contre d'autres factions du palais. Pourtant, celles qui réussissaient à naviguer dans cet univers de rivalité pouvaient transformer leur statut d'esclave en un rôle déterminant dans l'ombre du pouvoir. D'autres captives, moins visibles mais tout aussi habiles, utilisaient leurs compétences pour se rendre indispensables. Une musicienne talentueuse, une guérisseuse habile, une femme instruite en poésie ou en calligraphie pouvait gagner un respect relatif, parfois même une forme de liberté conditionnelle. Leur savoir faisait d'elles des figures précieuses que l'on hésitait à maltraiter ouvertement. Ces histoires ne doivent pas être idéalisées. Même au sommet de leur influence, ces femmes restaient prisonnières d'un système qui les avait arrachées à leur liberté. Leur pouvoir dépendait toujours du caprice d'un maître ou des intrigues de cour. Mais leur existence rappelle une vérité fondamentale. Même dans les pires conditions, certaines ont trouvé la force de transformer leur destin, de se battre avec les armes qu'elles avaient. Et pour toi, entendre ces récits peut être un souffle d'espoir, car ils prouvent qu'il existait des issues, minces et périlleuses, mais réelles. Des preuves que la captivité n'effaçait pas totalement la capacité à survivre, à influencer, parfois même à marquer l'histoire. Si certaines captives sont entrées dans l'histoire par leur proximité avec les puissants,
la grande majorité a disparu sans laisser de traces. Leur vie n'a pas été chantée par les poètes, ni consignée dans les chroniques officielles. Elles n'étaient pas favorites, ni mères de princes, ni conseillères discrètes. Elles étaient les invisibles, les oubliées. Ces femmes servaient dans les cuisines, nettoyaient les sols des palais, portaient l'eau, préparaient les repas. Leur quotidien était fait de corvées interminables, de mains abîmées, de dos brisés par les charges. Elles travaillaient du matin jusqu'à la nuit, dans l'anonymat le plus complet. Elles n'avaient pas de nom gravé dans l'histoire, seulement des corps usés par une servitude sans fin. Certaines étaient envoyées loin des grandes cités, dans des fermes ou des ateliers. Là, elles vivaient au milieu d'autres esclaves, loin des intrigues du harem, mais pas moins surveillées. Leur existence se réduisait à une succession de tâches, récolter, moudre, coudre, servir. Des vies monotones, mais marquées par une peur constante, celle d'un châtiment arbitraire, d'une vente soudaine, d'un nouveau maître plus cruel que le précédent. Ces esclaves anonymes n'avaient pas l'opportunité d'influencer leur destin par des intrigues politiques ou des talents rares. Leur seule arme était l'endurance. Supporter, jour après jour, un travail éreintant et une vie sans horizon. Elles incarnaient la majorité silencieuse, celle qui portait le poids de l'esclavage sans jamais être vue. Et toi, en les imaginant, tu comprends la brutalité ultime de ce système. Il ne se contentait pas de briser des vies, il effaçait aussi les traces de leur existence. Car qu'y a-t-il de plus cruel que d'être réduit au silence éternel, de disparaître de l'histoire comme si l'on n'avait jamais vécu? Pour les captives destinées aux tâches domestiques, la servitude prenait une forme plus discrète, mais tout aussi destructrice. Leur vie se déroulait dans l'ombre des cuisines, des buanderies, des chambres qu'elles devaient entretenir pour des maîtres qui ne connaissaient parfois même pas leur visage. Le travail commençait avant l'aube. On les réveillait pour allumer les feux, pétrir le pain, préparer les repas de la journée. Les mains couvertes de brûlures et de coupures, elles s'activaient sans relâche, souvent sous les ordres sévères d'un contremaître ou d'une favorite plus puissante. Chaque geste devait être parfait, car une faute, même minime, pouvait entraîner des punitions humiliantes. La lessive et le nettoyage étaient tout aussi épuisants. Frotter des tissus lourds, transporter de l'eau, récurer des sols de pierre glacée, tout cela brisait lentement le corps. Et pourtant, aucune reconnaissance n'était accordée. Leurs efforts disparaissaient derrière la façade brillante des palais, comme si la propreté et l'ordre s'étaient faits d'eux-mêmes. Mais plus que la fatigue physique, c'était l'humiliation quotidienne qui pesait le plus. Être traitée comme une servante de seconde zone, ignorée, invisible, rappelait à chaque instant que leur vie n'avait aucune valeur aux yeux de ceux qu'elles servaient. On leur parlait à peine, souvent par des ordres secs ou des reproches. Elles n'avaient pas droit à la parole, seulement à l'obéissance. Certaines trouvaient malgré tout des instants fugaces de réconfort, partager un morceau de pain avec une autre captive, échanger un regard complice, fredonner en secret une chanson de leur enfance. Ces petits fragments d'humanité étaient des bulles d'air dans un océan de silence, mais ils restaient fragiles, menacés à chaque instant par le regard d'un supérieur. Ainsi se déroulait leur vie, une succession de journées identiques, d'efforts invisibles et d'humiliations constantes. Une existence sans gloire, mais qui formait pourtant l'épine dorsale du système, car sans ces femmes anonymes, le palais lui-même n'aurait pas pu fonctionner. Dans l'ombre des cuisines et des chambres, les captives anonymes subissaient une usure silencieuse. Le travail constant, l'alimentation médiocre et l'absence de soins faisaient naître des maladies chroniques. Les blessures mal soignées s'infectaient, les douleurs du dos ou des articulations devenaient permanentes, et les fièvres emportaient souvent les plus fragiles. Pourtant, ces souffrances passaient inaperçues. Une captive malade était remplacée sans état d'âme, comme une pièce usée que l'on jette. La vieillesse, pour celles qui y parvenaient, n'apportait pas de répit. Une femme trop âgée pour plaire ou pour travailler était souvent mise de côté, reléguée aux tâches les plus ingrates ou vendue à bas prix.
Son corps, jadis marchandisé pour sa beauté ou sa force, ne valait plus rien aux yeux des maîtres. Dans certains cas, elle finissait dans un coin de ferme, oubliée de tous, survivant dans une misère pire encore que l'esclavage domestique. L'humiliation ultime était peut-être cet effacement progressif. Les femmes captives n'avaient pas de sépulture honorée, pas de descendants libres pour raconter leur histoire, pas de mémoire inscrite dans les récits officiels. Elles disparaissaient comme si elles n'avaient jamais existé. Leur vie, pourtant faite de labeur et de souffrance, s'éteignait dans l'anonymat complet. Et c'est là que réside la cruauté la plus profonde de ce système. Non seulement il exploitait les corps et les forces de ces femmes, mais il effaçait aussi leurs traces de l'histoire. Leurs noms, leurs visages, leurs voix se dissolvaient dans le silence. En pensant à elles, tu comprends que derrière chaque chronique de conquête, chaque récit de gloire impériale, se cachent des milliers d'existences brisées et oubliées. Elles ne seront jamais des héroïnes de poèmes, ni des figures de pouvoir. Mais leur absence résonne comme un cri étouffé, un rappel que la souffrance la plus répandue est souvent celle que l'histoire choisit d'ignorer. Lorsque l'on referme les chroniques des conquêtes et des empires, il reste toujours une question dérangeante. Que devient la mémoire de ces femmes? Leur souffrance, leur silence, leur effacement ont pourtant laissé des cicatrices profondes, non seulement dans leur chair, mais aussi dans les sociétés qui ont survécu à ces époques. Les traces de ce système se retrouvent dans les traditions, dans les structures familiales, dans les rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Même après la fin officielle de l'esclavage, les mentalités façonnées par des siècles de domination ne se sont pas effacées du jour au lendemain. Les hiérarchies sociales ont continué à porter l'empreinte de cette histoire silencieuse. Ces cicatrices sont invisibles, mais omniprésentes. Elles apparaissent dans la méfiance transmise de génération en génération, dans la peur d'un corps réduit à l'état de possession, dans le silence des récits familiaux. Beaucoup de descendants de captives ne connaissent même pas l'histoire de leurs ancêtres, parce qu'elle a été volontairement effacée ou tue par honte, par douleur ou par obligation. Pour toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, il est troublant de constater que ce passé brutal a contribué à façonner le monde moderne. Les empires se sont construits sur la souffrance de milliers de femmes anonymes, et même si leurs noms ne figurent pas dans les livres, leur absence est une mémoire en soi. Chaque conquête, chaque marché, chaque harem a laissé derrière lui une cicatrice collective. Et ces cicatrices continuent de résonner. Elles rappellent que l'histoire n'est pas seulement faite de rois et de batailles, mais aussi de millions de vies brisées dont le silence pèse encore sur nous. Si les cicatrices existent encore, c'est parce que la mémoire de ces femmes a longtemps été effacée. Pas seulement par hasard, mais par choix. Les chroniques officielles, rédigées par des hommes proches du pouvoir, préféraient glorifier les victoires militaires et les fastes des palais plutôt que de raconter les souffrances des captives. Leur silence n'était pas une omission, mais une dissimulation. Parler des esclaves, c'était rappeler que derrière la gloire d'un empire se cachait une violence systématique. C'était dévoiler que la richesse et la puissance reposaient aussi sur l'exploitation des plus vulnérables. Alors, on a préféré détourner le regard. Les femmes réduites en esclavage n'ont pas eu droit à des récits héroïques, mais à l'effacement. Même dans les familles, cet oubli a été entretenu. Pour celles qui avaient survécu et dont les enfants s'étaient mêlés à la société libre, il était plus sûr de taire le passé. Qui aurait voulu se souvenir que sa mère ou sa grand-mère avait été vendue sur un marché, utilisée comme un objet? Le silence devenait une protection, mais aussi une condamnation. Condamner les générations suivantes à l'ignorance. Et cet oubli volontaire a façonné des tabous qui persistent. Encore aujourd'hui, dans certaines cultures, l'évocation de ce passé reste gênante, parfois même interdite. On préfère parler des gloires militaires, des grands souverains, des victoires éclatantes, plutôt que des larmes silencieuses de celles qui ont payé le prix. Pour toi qui écoutes, ce silence est une révélation. Il montre que l'histoire officielle est toujours sélective,
toujours biaisée par ceux qui la racontent. Derrière les dates, les batailles, les règnes, il y a un vide immense, celui des voix qu'on a choisi de ne pas entendre. Et comprendre ce vide, c'est déjà commencer à leur rendre justice. Si l'histoire a longtemps choisi de taire le sort des captives, il nous appartient aujourd'hui de leur rendre une voix. Car chaque femme, réduite en esclavage, qu'elle ait fini dans un harem fastueux ou dans une ferme isolée, portait en elle une histoire digne d'être entendue. Reconnaître leur existence, ce n'est pas seulement un devoir de mémoire, c'est une manière de comprendre combien les fondations de nos sociétés modernes reposent sur des injustices invisibles. Derrière les triomphes impériaux et les chroniques officielles, il y avait des milliers de destins brisés. Leur silence n'était pas un oubli accidentel, mais une stratégie pour masquer la violence qui soutenait l'ordre établi. Aujourd'hui, en racontant leurs souffrances, leur résistance et même leurs rares victoires, on renverse ce silence. On rappelle que l'histoire n'est pas seulement celle des rois et des conquérants, mais aussi celle des opprimés, des effacés, des oubliés. Ces femmes n'ont pas choisi leur destin, mais leur mémoire peut redevenir vivante si nous décidons de la porter. Imaginer leur voix, c'est réintroduire l'humanité dans une histoire trop souvent réduite à des chiffres et des victoires militaires. C'est dire, elles ont existé, elles ont souffert, elles méritent d'être rappelées. Même si leurs noms se sont perdus, leur trace est inscrite dans les cicatrices laissées par les conquêtes et les systèmes d'asservissement. Pour toi qui écoutes, cette conclusion est une invitation. Une invitation à regarder l'histoire autrement, à ne pas te contenter des récits glorieux, mais à chercher aussi ce qui a été volontairement effacé. Car dans ce silence se cache une vérité essentielle. Aucune civilisation ne peut être comprise sans les vies de celles et ceux qu'elle a choisi de réduire au silence. Et peut-être qu'en leur redonnant une voix, même fragile, on rend enfin un peu de dignité à celles qui n'en ont jamais eu de leur vivant.